Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans Impact, consacré aujourd'hui au co-développement. Le sommet qui s'est déroulé à Nice en mai-juin 2010 ne s'est malheureusement pas traduit par une avancée significative des relations politiques entre la France et les pays africains. Or, avec 5% de croissance en moyenne et un marché potentiel d'1 milliard d'habitants, l'Afrique suscite aujourd'hui un intérêt croissant et bien des convoitises. La France, pourtant, ne semble pas avoir pris la mesure de cette nouvelle donne et continue de fonctionner avec des instruments et des réflexes qui sont en grande partie obsolètes. C'est autour de cet enjeu que s'articule une nouvelle réflexion sur le co-développement. Qu'est-ce que le co-développement ? Comment le mettre en œuvre très concrètement ? Pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir dans quelques instants Lionel Zinsou, auteur d'un rapport sur le co-développement pour l'Institut Montaigne. Impact, c'est tout de suite. Bonjour Lionel Zinsou. Vous êtes normalien, agrégé d'économie, vous avez été membre du cabinet du Premier ministre, Laurent Fabius, de 1984 à 1986. Vous avez ensuite rejoint le secteur privé, vous avez travaillé d'abord chez Danone, ensuite chez Rothschild, où vous avez été associé gérant. Vous avez, dans ce cadre, dirigé les activités de la banque en Afrique et au Moyen-Orient. Vous êtes aujourd'hui le président de PAI Partners, qui est l'un des fonds d'investissement les plus importants en Europe. Vous êtes l'auteur, pour l'Institut Montaigne, d'un rapport intitulé « Afrique-France, réinventer le co-développement ». Lionel Zinsou, je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau d'Impact. Merci, bonjour Karim. Bonjour. Lionel Zinsou, en quoi est-ce que ce que vous appelez co-développement se distingue de nos anciennes politiques de coopération ? Comme tout a changé en Afrique, tout a changé dans l'économie africaine, tout a changé dans le rapport Europe-Afrique, Afrique-France, il fallait quand même faire quelque chose pour repenser la politique d'aide publique au développement. Et par exemple, pour y insérer le rôle du secteur privé, le rôle des entreprises en Europe, le rôle des entreprises en Afrique. On reviendra un petit peu plus tard. Absolument. Et donc, les acteurs privés sont des nouveaux acteurs. D'ailleurs, les grandes associations, les grandes fondations sont aussi des acteurs nouveaux de cette coopération, de cet échange entre pays développés et en développement. Et puis, il y a quand même un changement extraordinaire, c'est que l'Afrique est en forte croissance, et pas l'Europe, et pas la France. 5% en moyenne. Oui, depuis le début des années 2000, on a une moyenne de 5%, très homogène sur le continent. Il n'y a pas vraiment de pays à la traîne. En fait, les gens pensent que c'est très diversifié, les gens pensent que c'est lié au pétrole, des choses comme ça. Non, c'est global, ça concerne les services, l'agriculture, effectivement, les matières premières, et c'est 5% en moyenne. Et à travers la crise, il n'y a pas eu de récession en Afrique. L'Afrique a fait 3% de croissance pendant ces 2 années de récession, 2008-2009, et en 2010, elle va peut-être passer au-dessus de 5 à 6% de croissance. Et ça, c'est complètement nouveau parce que quand vous faites de la coopération, que vous êtes beaucoup plus riche et beaucoup plus à même de faire de la croissance, vous faites quelque chose qui est un geste pour tirer de la pauvreté des pays qui sont en retard. La charité, en quelque sorte. Pas forcément de la charité, mais il y a une dimension d'assistance. Oui. Et quand vous êtes une Afrique à 6% de croissance, qui dialogue avec une France ou une Europe à 1,5% de croissance, vous êtes dans un rapport différent. La question, c'est comment j'accélère la croissance en Afrique, parce que 6% de croissance pour éradiquer la pauvreté, c'est pas encore suffisant. Et puis de l'autre côté, la France, l'Europe, a une question d'accélération de sa propre croissance. Et en fait, l'Afrique, si on repense la relation avec l'Europe, c'est une réserve de croissance, d'emploi, d'exportation, de partage de savoir-faire. Il y a une idée de croissance partagée. Et c'est différent quand vous êtes 2 partenaires en train d'essayer de façon un peu gagnante des 2 côtés de la Méditerranée de partager de la croissance, vous n'êtes plus tout à fait dans la relation d'assistance. Certains vous disent également que vous défendez une vision irénique ou angélique de l'Afrique, en disant voilà 5% de croissance en moyenne, une Afrique qui a échappé en grande partie à la crise, mais en oubliant
tout de même qu'il y a des disparités politiques importantes, qu'il y a un problème de démocratie ou de démocratisation dans un certain nombre de pays africains, qu'il y en a tout de même qui font partie de ce qu'on appelle encore les PMA, les pays les moins avancés, les pays les plus pauvres du monde. Tout à fait. Non, ce qu'on demande simplement, c'est que le regard sur l'Afrique, la rationalité qu'on applique à l'Afrique, soit une espèce de rationalité universelle. Si vous voulez, de l'Inde, les gens ne vous diront pas d'abord, c'est un sous-continent où on compte 500 millions de gens sous-nutris et malnutris. Ils vous diront d'abord, c'est une très grande puissance qui fait des progrès considérables, qui se modernise et qui atteint des niveaux de croissance élevés et qui compte sur l'échiquier mondial et qui est essentiel à la gouvernance mondiale. Il n'y a pas de raison qu'on regarde pour l'Afrique uniquement la colonne passif. Et il est très important de penser à la fois que oui, il faut éradiquer la pauvreté. Oui, évidemment, il y a des combats politiques, même si la démocratie progresse partout. Mais il faut penser à la fois, oui, il y a évidemment beaucoup de problèmes à régler. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, le développement. Et en même temps, penser qu'une Afrique qui progresse à 5 ou 6%, c'est-à-dire 2 fois plus en création de richesses qu'en croissance démographique, est une Afrique qui, désormais, décolle et sort de la pauvreté, réduit sa pauvreté. Et que ce n'était pas du tout sa situation des années 80 où le revenu par tête baissait. Vous avez une régression, une paupérisation presque sans exemple dans l'histoire, et les années 90 où il stagnait. Or, on s'est arrêté sur cette image. Cet arrêt sur image sur l'Afrique est très particulier. On regarde toujours l'Afrique avec les yeux de 1990. L'Afrique de 2010, 20 ans après, c'est une autre génération. Elle crée énormément de richesses et elle en crée pour 30 ans devant elle de façon absolument certaine. Et c'est malheureusement peut-être l'Europe qui devrait connaître bien l'Afrique et peut-être la France font partie de ceux qui sont le moins sensibles. Et là, il faut se réveiller aussi. Là aussi, il faut repenser la relation Europe ou France et Afrique parce que sinon, il existe quelque chose qui s'appelle la Chine, l'Inde, le Brésil, qui eux sont passionnés d'investir en Afrique dans tous les domaines. L'Inde plutôt le savoir, la Chine plutôt les mines et les services très financiers. Présent, vous le montrez dans votre on rapport. Essaye de le dire dans et on rapport. Pense toujours à la Chine, mais l'Inde et le Brésil sont de plus en plus présents en Afrique, ce qui est quelque chose les Européens devraient même se demander pourquoi la Corée du Sud elle-même est très présente. Et dans tous les compartiments, ça vaut pour le savoir, la formation, l'attraction des chercheurs africains, aussi bien que pour les mines, aussi bien que pour les banques, aussi bien que pour l'agriculture, aussi bien que pour les biocarburants. C'est extraordinairement large comme spectre. Justement, on sait que les entreprises chinoises, indiennes, brésiliennes, de plus en plus, sont très actives, sont très offensives sur le marché africain, comme le sont aussi d'une certaine manière les entreprises françaises. À cet égard, on ne peut pas s'empêcher d'observer un certain nombre de comportements prédateurs des entreprises. Est-ce que les entreprises sont les acteurs les plus appropriés pour fonder le co-développement que vous appelez de vos voeux? Est-ce que les ONG, est-ce que les États ne sont pas des acteurs plus légitimes et peut-être moins blâmables dans leur comportement qu'un certain nombre d'entreprises françaises, chinoises, européennes, peu importe? Écoutez, cette question est une question qui a une validité parfaite dans, disons, le contexte des années 70 ou 80. Il s'est passé quelques petits changements, si vous voulez. Par exemple, un changement. Les matières premières qu'exporte l'Afrique ont un prix relatif qui augmente de façon continue depuis la fin des années 90. Dans les années 60-70, ce qui nourrissait l'idée de la prédation, c'est que tout ce qu'exportait l'Afrique valait de moins en moins cher, se dévalorisait. C'est-à-dire vous échangiez contre des produits manufacturés, des matières premières dont les prix baissaient. Et vous aviez ce sentiment de pillage de l'Afrique. Regardez les prix des hydrocarbures, les prix des minerais, notamment les prix des minerais et des métaux rares. Regardez le prix de la production agricole qui est devenu rare. Regardez le prix des terres arables qui sont rares dans le monde et vous verrez que le prix relatif des productions de l'Afrique est aujourd'hui en train, et ce depuis une décennie, de gagner énormément de terrain. Donc ce n'est pas le même contexte. Et regardez aussi dans certains domaines la perte de pouvoir relative de certaines grandes multinationales. Prenez les hydrocarbures, vous verrez que les États... Secteur ô combien symbolique. Oui, et important pour l'Afrique, et la première exportation globalement de l'Afrique. Et vous verrez que les États ont pris une part croissante, très forte, tout à fait majoritaire dans
la chaîne de revenus des Par hydrocarbures. exemple, quel pays on peut, Oh, on mais peut ça citer? va de la façon dont la Sonatrach gère les ressources de l'Algérie à la Sonangol en Angola, ou pour prendre des exemples plus controversés, le Soudan. La part des États par rapport aux grandes majors pétrolières a juste changé du tout au tout. Ça s'est inversé. Donc, les gens qui font un discours sur le thème de l'impérialisme et de la prédation par les entreprises doivent essayer d'actualiser ce discours. Alors justement, vous formulez une proposition qui consiste à renforcer le rôle des investissements privés, en particulier à travers ce que vous appelez le private equity, c'est-à-dire l'apport de fonds propres, la création de fonds d'investissement permettant de soutenir notamment la création d'entreprises en Afrique. Mais comment est-ce qu'on peut inciter, compte tenu des risques politiques, économiques qui existent dans certains pays africains, une entreprise, un fonds d'investissement à investir dans ces pays-là? Comment on fait pour les inciter à investir en Afrique? D'abord, il faut changer la perception. Si vous voulez, investir, c'est une question de confiance. Alors, cette confiance revient puisque les investissements progressent tous les ans. Les investissements directs étrangers. Non, mais vous avez vous avez un trend supérieur à 10% de progression de l'investissement étranger en Afrique. Et vous avez d'ailleurs une composante qui est intéressante. Parmi les investissements étrangers, vous avez beaucoup d'investissements venant d'autres parties d'Afrique. Le Maroc, l'Afrique du Sud investissent dans le reste de l'Afrique. Et puis, il y a les capitaux qui viennent de l'extérieur du monde. Mais il reste que, comme tout ensemble qui est en pleine croissance, il y a un goulot d'étranglement du capital, des fonds propres. Au fond, les entrepreneurs ont des idées, un terrain, des marchés, des matières premières. Il leur faut du capital. Même problématique que la problématique des petites et moyennes entreprises aux États-Unis ou en Europe. Il leur faut du capital. Oui, il faut que des capitalistes ou des intermédiaires financiers prennent des risques en capital. Et une des recommandations que nous faisons, c'est que à la fois on collecte de l'épargne mondiale et qu'on la tourne vers l'investissement en Afrique, ça, c'est assez bien fait, qu'on en augmente le volume, et pour que la perception du risque baisse, qu'on crée des mécanismes de garantie. Si vous voulez, il faut changer la perception et la confiance que les investisseurs ont en Afrique pour accélérer cet afflux de capitaux. Vous avez aujourd'hui des afflux de capitaux vers l'Asie, vous allez avoir demain à peu près le même afflux vers l'Afrique. Il a commencé, il faut l'accélérer, parce que ce goulot d'étranglement du capital pour créer des entreprises ou pour les développer est peut-être le goulot numéro un. Lionel Zinsou, s'il y avait une mesure qu'il conviendrait de mettre en œuvre aujourd'hui, dans les semaines qui viennent, pour renforcer, favoriser le co-développement, quelle serait-elle? Écoutez, en réfléchissant avec les entreprises et en réfléchissant aussi avec les établissements de recherche, on pense que si on arrivait à contractualiser les relations entre Afrique et Europe en général, mais Afrique et France, Afrique et Europe, sur des niveaux de formation d'excellence, on ferait quelque chose d'utile. Qu'est-ce que ça veut dire contractualiser? Ça veut dire, par un contrat, faire en sorte que des chercheurs, des universitaires, des étudiants avancés d'Afrique puissent poursuivre en France leur recherche et leur formation à très haut niveau dans le cadre d'un contrat de retour qui leur permette de revenir et d'enseigner et de développer les terrains de recherche. Et on est en train de faire un peu une expérience de ce genre à l'intérieur du réseau des instituts Pasteur. Et ça fonctionne, c'est-à-dire que les chercheurs qu'on envoie en formation, que les pays africains envoient en formation en France, par exemple, reviennent au pays une fois la formation achevée. Ça, au fond, qui mettrait un terme à une sorte de pillage des cerveaux. Oui. Il y a un chaînon manquant, et c'est là qu'on insiste beaucoup. Il est fondamental que dans le contrat, on crée les infrastructures locales qui permettent de rendre intéressant de revenir, qui permettent de donner des moyens de recherche, des terrains de recherche. Et si vous voulez, quand on rebâtit l'Institut Pasteur de Dakar, qu'on le refinance, c'est pourquoi? C'est pour permettre que le retour des chercheurs africains sur leur terrain soit possible à égalité de moyens scientifiques. Il faut créer les conditions, et donc il faut investir, et donc il faut que l'aide publique au développement s'applique à ça, ou il faut que les entreprises ou les fondations, Pasteur, c'est une fondation, soient capables de créer les infrastructures qui encouragent au retour. Parce que sinon, les gens partiront, dans le meilleur des cas, à Pasteur, dans d'autres cas, à Harvard, et demain, à Nankin, et ils ne reviendront pas.
Et on sera dans la problématique des 50 dernières années de pillage des cerveaux. Or, il faut aller à Harvard, et il faut aller à Pasteur, et il faut aller à Nankin, mais il faut revenir en faisant des choses utiles et en étant à parité. Lionel Zinsou, merci beaucoup pour cette conversation. À bientôt dans Impact pour un nouvel échange.